Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Si on avait besoin d'un exemple que notre mouvement est en croissance exponentielle, il n'est qu'à voir le nombre de personnes qui sont debout au fond de la salle pour valider ce fait. Je voudrais vraiment remercier énormément Marion de s'être joint à nous ce soir, au nom de toutes les personnes qui sont ici, de tous les candidats des Hauts-de-Seine. Rémi a fait un point déjà sur l'état d'avancement de nos listes et de nos progrès dans le département. Et c'est une année quand même assez extraordinaire pour les Hauts-de-Seine et plus particulièrement pour la ville de Boulogne, puisqu'on avait commencé l'année avec la Galette des Rois avec Marine qui était venue. Marion vient en cette fin d'année lancer les campagnes du département et dans l'intervalle, l'inauguration de la permanence le 6 juillet à Boulogne nous a permis d'avoir aussi Florian Philippot. La grande différence entre la Galette des Rois du 25 janvier et la réunion de ce soir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous que je ne connais pas, parce qu'il y a beaucoup de Boulonnais qui ne sont pas adhérents, c'est des citoyens qui viennent s'informer, voir et entendre ce qu'on a à dire dans le cadre des élections municipales, alors qu'au mois de janvier, c'était plutôt des adhérents qui nous avaient rejoints. Je parlais tout à l'heure de notre développement, on n'a plus besoin d'y revenir, juste très rapidement parce que ça fait quand même très plaisir. Tout au long de l'année, on a vu nos scores augmenter. On l'a vu d'abord avec Florence Italiani dans l'Oise, qui a fait un score assez extraordinaire et qui s'est retrouvé au deuxième tour avec 48%. Dans la circonscription de M. Cahuzac, on a été encore tout près de dépasser les 50%. Et la grande bascule s'est réalisée effectivement il y a quelques jours maintenant à Brignoles, puisque notre candidat seul devant tous les partis de l'extrême droite, pardon, de l'extrême gauche, lapsus, à la droite la plus extrême, était contre nous, et seul contre tous, aujourd'hui, on est majoritaire. Donc on sait qu'on est le premier parti de France, la dynamique est avec nous, et la vieille théorie du « de toute façon ça ne sert à rien de voter pour vous parce qu'au deuxième tour vous allez être battu », ça ne tient plus. Plusieurs sondages depuis sont venus conforter cette idée. On est crédité de 24% aux européennes. Le même sondage nous donnait à égalité à 21% avec le PS et l'UMP au mois de juin. On est aujourd'hui 2 points devant l'UMP et 5 ou 6 points devant le PS. Un autre sondage paru 2 jours avant dans le cadre des municipales nous crédite aussi au niveau national de 24%, 12% sûrs de voter pour nous et 12% de gens qui pensent qu'ils vont pouvoir voter pour nous. Donc ça c'est très intéressant, mais le plus intéressant, c'est qu'en Île-de-France, ce score est à 11%. Et ça c'est fondamental parce qu'à 9%, on n'existe pas. On n'est pas qualifié pour le second tour, à moins que le maire, que la liste qui arrive en tête fasse plus de 50%. À 11%, on se maintient au second tour. Donc on sera dans les conseils municipaux, on pourra prendre certaines mairies, y compris en Île-de-France, et pourquoi pas d'ailleurs dans les Hauts-de-Seine. 2 derniers sondages, 46% des Français pensent que Marine Le Pen est la meilleure opposante à François Hollande, le deuxième étant François Fillon, 28 points derrière, notre ami Copé étant lui 33 points derrière, donc c'est une véritable humiliation. Être élu, c'est bien, mais le dernier sondage qui vient de sortir dit que pour 44% des Français, le Front National est le premier parti à pouvoir réformer en profondeur la société. Donc ça aussi, chaque jour, il ne manque plus que le prix Nobel d'économie la semaine prochaine, et la boucle sera bouclée. Au niveau départemental, historiquement, les Hauts-de-Seine n'étaient pas le département où on a connu nos meilleurs résultats. Je voudrais en profiter pour remercier Rémi, que vous avez eu le temps de découvrir en nous attendant, grâce à qui, au niveau de nos différentes villes, on a vraiment une capacité, une facilité de travail, un sens de l'organisation, un dévouement de toutes les secondes, et je vous dis à chaque fois, les mails à 2h du matin sont fréquents, puisque Rémi est un militant 24 heures sur 24 et 365 jours par an, sauf les années bissextiles où il rajoute un jour à son calendrier du militantisme. Comme vous avez vu, on a à peu près la moitié des villes qui sont dotées de têtes de liste, et il y en a de nouvelles qui risquent d'arriver dans les jours à venir. Plus particulièrement sur Boulogne, puisque nous sommes ici, on a la chance de travailler le terrain déjà depuis à peu près 2 ans
au quotidien, à faire les marchés, beaucoup de collages. Ce week-end, on était sur les marchés, et là, ils n'en peuvent plus, ils nous disent, mais arrêtez, le collage, les tractages, vous avez dû voir les blousons, enfin, on n'arrête pas, ça se passe très bien. On a, pour une bonne partie, des bonnes relations avec les autres écuries, avec d'autres un peu moins, mais ça, c'est pas très grave. On a procédé la semaine dernière à une distribution d'un questionnaire à l'intention des Boulonnais, donc en quadrichromie, questionnaire qui est fait dans toutes les villes, les je crois 700 villes de France où nous avons des candidats investis. Simplement, ce questionnaire, bien évidemment, est personnalisé ville par ville. Donc là, on l'a déjà distribué à 30 000 foyers dans Boulogne. Les marchés marchent bien, tel qu'à le dire. Dimanche, sur le marché Escudier, qui est un marché qui nous était historiquement un petit peu réfractaire, parce que les gens ont un fort niveau de vie, et encore il y a un an, quand on allait voir, on leur parlait souveraineté, ils nous répondaient euro. Et là, maintenant, ces gens sont effectivement très demandeurs, pour des raisons à la fois nationales, mais aussi locales. Donc sur Boulogne, on a effectivement cette permanence qui est fabuleusement bien située, puisqu'elle est à 100 mètres de la place Marcel Samba, sur l'avenue Édouard Vaillant, avec à peu près 60 000 voitures par jour qui passent, donc on a une visibilité assez extraordinaire. On a un site internet qui a été lancé, sur lequel on peut répondre aussi à ce questionnaire, auquel on peut répondre par courrier ou directement sur internet. On a lancé une page Facebook qui marche bien en même pas une semaine, il y a déjà 250 personnes qui l'ont rejoint. Et effectivement, cette activité un peu frénétique et néphrétique pour les autres, effectivement commence à se voir particulièrement. Sachant qu'il n'y a pas de culture militante dans les autres écuries boulonnaises, et ça simplement parce que l'UMP ou la droite, parce qu'ils n'arrêtent pas de se déchirer, un coup ils ont la vestiture, un coup ils l'ont pas, représentait à peu près 50% au premier tour et 70% au deuxième. Il n'y a jamais eu réellement d'opposition à Boulogne, puisque le chef historique de l'opposition, M. Gabory, à l'époque où Jean-Pierre Fourcade était le maire de Boulogne, était la journée le chef de l'opposition et le soir l'avocat de la ville. Donc il ne pouvait pas s'opposer dans la journée aux décisions qu'il prenait le soir dans l'intérêt de la mairie en place. Ce monsieur qui a été chef de l'opposition de 89 à 2008 vient, et alors, par ailleurs actuellement avocat des associations qui ont fait annuler le dernier plan local d'urbanisme de la ville de Boulogne. Donc ce monsieur a été élu au sein de Primaire à Boulogne, et pour vous montrer la dynamique socialiste, sur 70 000 inscrits, il y a eu 679 votants, c'est-à-dire même pas 1% du corps électoral, et il est arrivé en tête parmi 3 candidats, et je discutais avec un des responsables socialistes dimanche, qui m'a dit que c'était tellement catastrophique qu'ils avaient préféré ne pas faire de second tour. Officiellement, c'est l'union, ils sont d'accord sur tout. En réalité, ils avaient peur qu'il n'y ait que 400 ou 500 personnes qui se déplacent pour voter, ce qui par rapport au score marseillais, effectivement, était assez limité. Donc il n'y a pas eu de second tour. Ces équipes municipales qui se relayent depuis 30 ans à Boulogne, comme elles sont sûres d'être réélues si elles ont une investiture ou si en tout cas elles n'ont pas une opposition interne, quand on n'a pas la menace du suffrage universel, on fait n'importe quoi, et tant pis si on ne respecte pas tout à fait ces promesses. Moralité, quand on voit Boulogne de l'extérieur, on se dit bah, c'est une ville effectivement sympa à vivre, plutôt riche, bien habitée et tout ça. Il faut savoir qu'on a un déficit absolument abyssal de structures publiques, notamment d'infrastructures sportives. On a les infrastructures sportives d'une ville de 15 000 habitants, alors qu'on est 100 000 de plus. Par ailleurs, sur l'île Seguin, pour ceux qui sont passés par les quais, vous avez dû voir qu'il n'y a toujours rien, et ça va continuer. Ça fait depuis 1993 qu'il n'y a absolument rien sur les terrains Renault. Les 2 clans de Boulogne se tirant mutuellement dans les pattes quand ils sont dans l'opposition pour casser les plans locaux d'urbanisme de leurs petits camarades. Donc cette guerre des égos, ces croche-pattes à répétition et tout ça, les Boulonnais en ont ras-le-bol. Donc notre but, c'est de leur proposer effectivement une véritable alternative. D'autant plus qu'il faut se poser la question de savoir si notre ville est bien gérée. De l'extérieur, on pourrait se dire, bah oui, à voir, c'est plutôt effectivement, comme je disais, une ville où il fait bon vivre. Il faut savoir que, notamment par exemple, la taxe d'habitation, c'est à Boulogne en 2013 qu'elle a le plus augmenté dans les 40 plus grandes villes françaises.
elle a augmenté de 5,2%. La taxe foncière pour les propriétaires, c'est 6,4%, donc là c'est la double peine. Et sachant que toutes les autres villes, une année préélectorale, essayent de se tenir maximum au montant de l'inflation, si à Boulogne les impôts locaux augmentent d'ores et déjà une année préélectorale de 5,2%, il faut imaginer quelles seront les augmentations dans les années à venir. Nous avons déjà plus de 110 millions d'euros de dettes pour une ville de 120 000 habitants, ce qui fait un chiffre de 939 € par personne, y compris des enfants en très bas âge. Par exemple, un couple avec 2 enfants a une charge sur sa tête de 3 600 € ou 3 800 €. Le site Contribuables Associés a fait l'Argus des communes sur Internet, que je vous invite à aller regarder pour le voir de vos yeux. Et la gestion de nos maires successifs a obtenu la brillante note de 0 sur 20 dans cet Argus des communes, qui est un organisme complètement apolitique et complètement neutre. Je vous parlais tout à l'heure des terrains Renault où il ne se passe rien. Il faut savoir que la ville de Boulogne est caution de la Société d'économie mixte. À partir de 2014, des rentrées financières auraient dû nous arriver, avec le dernier recours fait donc par les associations dont je parlais tout à l'heure, qui a cassé le plan local d'urbanisme de la mairie de Boulogne au mois de juillet. Il n'y aura rien de construit l'année prochaine quand les premières créances seront à rembourser. Encore une fois, nos impôts locaux vont absolument exploser. Alors là, on a vu récemment que la mairie se gargarisait en disant que Boulogne était l'une des villes en France où le taux de base de la taxe d'habitation était parmi les plus faibles. Il faut savoir que 65% des recettes de notre ville sont le fruit des entreprises. On doit avoir à peu près 12 ou 13 des plus grosses boîtes françaises dans le top 20 qui ont leur siège sur Boulogne. 3100 foyers par ailleurs payent l'impôt sur la fortune à Boulogne, ce qui en fait la 5e ville de France après Paris, Lyon, Marseille et Neuilly. Simplement, tout le monde n'a pas ces moyens. Il faut savoir d'autre part que cette richesse va être diluée bien évidemment dans l'intercommunalité, intercommunalité qui va s'étendre à Vélizy à partir du 1er janvier. Donc là, on saute carrément un département. Est-ce qu'on a réellement besoin, dans la 2e ville d'Île-de-France, la première ville des Hauts-de-Seine, de rentrer dans le cadre de l'intercommunalité, comme des petits villages ont besoin de le faire pour survivre? Personnellement, je ne le pense pas. Si on se tient à la lecture des journaux locaux, notamment le BBI, la Pravda ou ce genre de choses, on a l'impression que notre ville est extraordinairement bien gérée. Bercy, récemment, a donné quitus à la mairie de Boulogne. Effectivement, quand c'est un organisme qui doit 2000 milliards d'euros, qui note un organisme qui n'en doit que 100 et quelques millions, on ne peut qu'être bien jugé. Notre but, alors il nous reste exactement 151 jours avant la fin de la campagne officielle, le vendredi 21 octobre soir. Notre devoir, c'est d'ouvrir les yeux des Boulonnais sur la situation réelle. C'est par ailleurs, comme le disait Rémi tout à l'heure, d'apporter une véritable alternative, parce que être élu c'est bien, mais il faut avoir des équipes effectivement crédibles. Et ça ne va pas être si facile à trouver, puisque nos amis de l'UMP et du PS, ça fait 40 ans qu'ils essaient d'avoir des équipes crédibles, et ils n'y arrivent toujours pas. Nous, notre but, c'est dès la première fois d'avoir des équipes qui tiennent la route. Et donc pour l'instant, effectivement, on en est dans la phase de prise d'informations grâce à ce questionnaire. Donc on a déjà beaucoup de réponses, mais pour ceux qui n'auraient pas encore répondu, je vous engage à le faire. En gros, la philosophie de mon programme et de nos différents programmes dans les villes des Hauts-de-Seine, c'est notre programme, c'est vous. Dites-nous ce dont vous avez besoin, dites-nous quelles sont vos priorités, et une fois élus, nous ferons en sorte de vous les apporter, et si nous devons être dans l'opposition, nous ferons en sorte d'être votre voix pour que ceux qui sont élus respectent leur programme. Les candidats historiques, ou à Boulogne, je devrais dire préhistoriques, parce que ça fait au moins 20 ou 30 ans tous qui sont élus, ils vont arriver avec un programme tout fait, en vous promettant encore monts et merveilles. À titre indicatif, il faut quand même se souvenir qu'en 2008, Pierre-Christophe Baguet, l'actuel maire de Boulogne, qui à l'époque était associé à Thierry Solaire, qui entre-temps est devenu député contre Guéant. Bon, pour ceux qui ont suivi depuis le début, il y a eu les guerres Gorce-Gratiani, Fourcade-Baguet, Guéant-Solaire. Là, on va avoir Baguet-Duhamel. Bon, ça va devenir compliqué. Il faut se souvenir que cette liste qui a été élue promettait le métro au Comte-Billancourt, qu'on bien évidemment on n'a jamais vu, l'enfouissement de l'avenue du Général Leclerc au niveau du pont de Sèvres, une nouvelle maternité, un nouveau commissariat, etc., etc. Bien évidemment, aucun point n'a été tenu dans les programmes majeurs.
Donc maintenant, cette vision de la politique de se faire élire sur un programme et dès le lendemain de faire autre chose en pensant qu'il y a une seule chose, c'est sa réélection, pour nous, ce n'est pas notre philosophie. Si je suis élu maire de Boulogne, comme si mes amis sont élus dans les différentes villes des Hauts-de-Seine, notre action sera inspirée par le respect de la volonté des citoyens et des habitants. Dès lors qu'une décision impactera durablement l'avenir de nos concitoyens, il nous paraît évident, ce que disait je crois Rémi tout à l'heure, au niveau urbanistique, financier ou des tendances lourdes, de procéder au référendum pour demander l'autorisation à nos concitoyens, et en l'occurrence pour nous à Boulogne, de prendre telle ou telle décision. À titre très indicatif, pour ceux qui ont été aux différentes réunions avec Jean Nouvel, puisqu'on a eu un référendum avec beaucoup de guillemets, il fallait choisir entre Jean Nouvel 1, Jean Nouvel 2 et Jean Nouvel 3, et il n'y avait pas de vrai choix. Donc bien évidemment, ce n'est pas notre conception des référendums. Notre conception, c'est de vous rendre la parole. Ici, donc ce soir, la salle est remplie, et je vous remercie tous d'être venus. C'est bien. En revanche, vous engager, militer, nous rejoindre, c'est mieux. Et pour distribuer donc, ce questionnaire en 30 000 exemplaires, nous avons été à peu près 10 militants, au total, à chaque fois 10 militants, au total on a une quinzaine ou une vingtaine, qui avons bravé la pluie pour aller distribuer les tracts dans les boîtes aux lettres, y compris au Pont de Sèvres, y compris au Square de l'Havre et des Moulineaux, où c'est un petit peu chaud, entre guillemets. Si chacun d'entre vous se fait un militant, entre guillemets, du quotidien, on y arrivera beaucoup plus facilement. Donc si vous voulez passer à la permanence pour récupérer des tracts, si vous voulez venir sur les marchés, nous aider à distribuer des tracts, on prend avec grand plaisir. Il y a un stand au fond pour justement vous recenser, pour connaître vos capacités militantes. Si vous souhaitez faire des dons pour les différentes campagnes, on prend avec grand plaisir, parce que si on veut faire des vraies campagnes, il faut qu'on ait des vrais moyens. Et si vous voulez effectivement nous rejoindre sur la liste, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ce soir nous avons des gens de Debout la République qui sont là, on a des gens du Printemps français qui sont là, on a une personne qui a été adjointe au maire. Qui a été adjoint au maire auprès de Jean-Pierre Stirbois à Dreux à l'époque et qu'on ne connaissait pas et qui habite juste à côté. Voilà, donc on est beaucoup. Certains d'entre vous sont venus juste entendre ce qu'on avait à dire et écouter et voir Marion. Si vous voulez nous rejoindre dans ce combat, il nous reste 150 jours pour accentuer notre campagne et faire d'avoir le meilleur score possible les 23 et 30 mars. Merci à vous. Alors bonsoir à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Je vais essayer d'aller à l'essentiel puisque balayer un petit peu l'actualité, vous avez déjà, j'imagine, beaucoup parlé des municipales, vous avez certainement relevé l'importance décisive de ces élections locales qui ont vocation bien évidemment à vous apporter une alternative politique, mais qui vont avoir, je le crois également, un rôle essentiel, on va dire, dans la conquête du pouvoir qui est la nôtre, puisqu'elles vont permettre un ancrage local évident, l'émergence d'une nouvelle génération politique, de cadres également, et également elles vont permettre de contrer l'une des stratégies que l'on entend régulièrement sur les plateaux télé, lorsqu'ils se réunissent en tant qu'experts, spécialistes, pour nous expliquer pourquoi il faut lutter contre le Front National, puisque aujourd'hui, vous avez bien vu, on ne fait plus de débat politique, on ne fait plus de débat d'idées, mais on est uniquement dans l'objectif unique est de préserver les places et les gamelles, et donc de nous expliquer pourquoi le vote Front National est un vote de peur, de rétractation. Et donc en cela, parmi les stratégies multiples qui sont les leurs, alors j'ai entendu la dernière de Monsieur Copé, c'est de parler de FNPS maintenant, c'est tout à fait original, ou de dire que finalement le Front National volait les idées de l'UMP. Alors parmi celles-ci, il y a le fait de dire que les municipalités Front National auraient été une catastrophe, un désastre, que ça aurait été cataclysmique. On entend cela maintes et maintes fois sur les plateaux télé. Alors cela est un mensonge éhonté. C'est totalement faux. Il faut savoir déjà que 3 des maires qui ont été élus sous les couleurs Front National initialement ont été
3 des 4 maires ont été réélus à la fois suivante. Actuellement, M. Bompard, qui a également été élu dans le Vaucluse sous les couleurs du Front National, a été élu au premier tour la fois dernière. Il a d'ailleurs reçu un satisfecit de la Chambre régionale des comptes. Chambre régionale des comptes qui, pour les autres villes gérées par des maires Front National, a également pu relever qu'il y avait une baisse importante de la dette par habitant et également une baisse des impôts locaux sous ces municipalités. Alors on revient beaucoup sur Toulon. Toulon d'ailleurs, qu'il faut savoir, lorsqu'elle a été récupérée, avait souffert de nombreuses affaires et était quasiment mise sous tutelle. Elle a vu également une baisse de la dette par habitant, mais surtout, lorsque le maire en question a eu un comportement répréhensible, il avait été à l'époque dénoncé par sa majorité Front National. J'aurais aimé voir autant de diligence de la part de l'UMP, du PS, du RPR ou même du Parti communiste dans les nombreuses affaires qui les ont touchés. Alors, il y a évidemment cet argument d'incompétence que nous devons de briser. Pour cela, il faut que nous gagnions des villes, il faut que nous fassions la preuve que nous sommes tout à fait aptes à gérer des exécutifs comme ça a été le cas par le passé. Nous n'avons pas de complexe à avoir, rassurez-vous, puisque ces gens qui nous donnent donc des leçons de compétences, pour la première fois, cette année, vont faire en sorte que la dette financière cumulée coûte 100% de la richesse créée en France. C'est donc un cap symbolique qui est passé, 10,9% de chômage, 60 à 70 milliards de déficit extérieur attendu cette année. Les 4 branches du régime général de la sécurité sociale sont toutes déficitaires. Et il y a également un record historique de prélèvements obligatoires, puisque 46,5% cette année. Alors bien évidemment, dans ce budget, c'est extraordinaire, on continue, on ne fait pas descendre les dépenses, on ne les diminue pas, mais on ne fait que ralentir le rythme de la progression. Sachez d'ailleurs que le budget des intérêts de la dette est en phase de devenir le premier devant celui de l'éducation nationale. Et malgré cela, malgré ces alertes, il n'y a strictement aucune remise en cause sur les dérives de la décentralisation, notamment. Il n'y a aucune remise en cause de notre modèle social. Vous savez qu'il est ouvert au monde entier. Rien non plus pour endiguer la fraude sociale. La fraude sociale, c'est quand même 20 milliards d'euros par an. 20 milliards d'euros par an. Travail au noir, APL, allocation familiale. Aucune marge de manœuvre n'est prise là-dessus. Rien non plus sur notre dotation à l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 20 milliards d'euros par an que nous versons. Et nous n'en récupérons que 14 milliards, c'est-à-dire qu'il y a 7 milliards d'euros par an qui sont, pour lesquels nous sommes contributeurs nets à l'Union européenne. Alors, face à tout cela, on a eu le mariage et l'adoption homosexuelle. On a eu, dans l'actualité, un élément intéressant cette semaine, puisque une fois de plus, la prépondérance de l'émotion avec cette fameuse affaire Leonarda, c'est tout un programme. C'est presque amusant si ça n'était pas consternant. Donc vous savez, cette jeune fille qui a été, et là on peut discuter pour le coup, avec sa famille, boutée hors des frontières, on a même parlé de rafle, c'est vous dire, pour être ramenée au Kosovo. Alors finalement on découvre qu'ils ne sont pas kosovars, que c'était donc des faux papiers, parce qu'ils sont italiens, et donc s'ils étaient italiens, ils auraient pu, à travers l'espace Schengen, venir en France, mais malheureusement, ils n'auraient pas pu bénéficier du statut de demandeur d'asile, et donc en cela bénéficier de l'ensemble des aides, logements, frais de santé qui s'y attachent. On découvre également que ce charmant monsieur, extrêmement attachant, a eu des plaintes pour violence par le passé, qu'il emmenait sa fille mendier, enfin qu'il forçait sa fille plutôt à mendier. Il nous explique également que si de toute façon il n'était pas autorisé à revenir en France, il y reviendrait illégalement. Et il déplore même, parce qu'il dit finalement, si j'avais été arabe, j'aurais eu immédiatement les aides que je demande. C'est donc terrible injustice que celle-là. D'ailleurs, la jeune fille elle-même dit que quand elle reviendra en France, c'est elle qui fera la loi. Et alors on peut déplorer d'ailleurs, c'est vrai qu'elle ait été, on va dire, prise lors d'une sortie scolaire. Ça devait être l'une des rares fois d'ailleurs où elle allait à l'école, puisque d'a priori... c'est vous dire, j'ai relevé ça dans l'article. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est la presse, donc s'ils le disent, c'est que ça doit être vrai. Elle a manqué 200 jours de classe en 2 ans.
Donc c'est que la mendicité doit rapporter gros aujourd'hui dans notre pays. Mais surtout pas d'amalgame, pas de stéréotypes. C'est évidemment un cas parfaitement isolé. Et d'ailleurs, pour ce faire, c'est tellement scandaleux que la FILD va mobiliser les lycéens. On a l'habitude, alors pas pendant les vacances de la Toussaint, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais quand même pendant quelques jours, on a eu le droit à la grande prépondérance de l'émotion. On peut d'ailleurs déplorer que la fonction présidentielle s'abaisse à ce genre d'exercice, parce que la vérité aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est que ce système tel qu'il s'est emballé, cette ouverture généralisée de notre système de santé et de sécurité sociale au monde entier, non seulement entraîne sa faillite, mais entraîne également des vagues d'immigration illégale totalement incontrôlées. On a vu d'ailleurs également, une fois de plus, cette triste affaire, lorsqu'à Lampedusa, qui est due, sachez-le, à la chute de Kadhafi. La vérité, quoi qu'on le veuille ou non, c'est cela, c'est que le régime de Kadhafi, aussi critiquable qu'il pouvait l'être, était toujours mieux que le chaos tel qu'il est actuellement en Libye, que nous avons entraîné, et qui permettait d'éviter l'axe Niger-Nigeria-Libye, qui aujourd'hui est à nouveau en marche, qui entraîne non seulement à nouveau des filières de drogue, mais également des filières d'immigration clandestine telles qu'on le connaît. Et je vous en parle avec d'autant plus de liberté que je vois, moi, un phénomène particulier en Vaucluse que j'ai découvert, parce que j'étais comme vous, j'habitais les Hauts-de-Seine, et donc j'ai découvert, j'étais francilienne, donc quoi qu'on le veuille ou non, en Île-de-France, il y a quand même une certaine forme de mixité sociale. On a une jeunesse, c'est vrai, française d'origine immigrée, mais qui est un peu, on va dire, occidentalisée à l'américaine. C'est un profil totalement différent de ce qu'on peut voir dans le sud de la France, et pas seulement. Je vous le dis franchement, et je pèse mes mots, dans le Vaucluse, où je réside maintenant la moitié de la semaine, on assiste véritablement à un phénomène de balkanisation. C'est-à-dire qu'on a deux communautés. D'un côté, on va dire, des étrangers, ou des Français d'ailleurs d'origine étrangère, qui vivent avec leur mode de vie, leur culture, leur langue, qui ont leur quartier, leur commerce, leur bout de marché, et de l'autre, on va dire ce qu'on appelle les Français de souche, si tant est qu'on puisse encore les citer, et qui ont de la même manière leur quartier, et qui, eux, parlent français, voilà, mais qui, en l'occurrence, ne se mélangent absolument pas à cette population, avec des jeunes femmes voilées dès 12 ans, vraiment un phénomène identitaire extrêmement fort, une mosquée salafiste à Carpentras, surveillée par les renseignements de Paris. Voilà, à partir de 18h, toutes les jeunes femmes sont rentrées, et les bandes sortent et font un petit peu la loi dans la ville. Donc c'est quand même un phénomène inquiétant que nos politiques se refusent à voir, et qui, malheureusement, tend à s'étendre sur l'intégralité du territoire, parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de spécificité marseillaise. Comme le disait Marine Le Pen, il y a une préfiguration marseillaise, et maintenant ces phénomènes d'accentuation, d'augmentation généralisée de la violence, avec des formes de violence nouvelles. Je vous invite d'ailleurs à lire un livre extrêmement intéressant qui s'appelle France Orange Mécanique, qui décrit très précisément l'apparition d'une nouvelle forme d'ultra-violence gratuite, qui n'existait pas il y a quelques décennies encore en France, et qui est malheureusement de plus en plus gangrène non seulement les grandes villes, les villes moyennes, mais petit à petit les villages. Et je peux vous en parler puisque vendredi dernier j'étais en visite en prison. Je suis allée, j'ai pas fait un tour en prison, pas encore, mais je suis allée visiter la prison du Pontet. J'ai donc discuté longuement avec ce directeur de prison, c'était très intéressant. Je dois dire que je suis venue avec quelques petites idées et j'en suis ressortie légèrement confortée, pour tout vous avouer. Alors, le Pontet, c'est une prison qui est plutôt bien gérée, mais qui souffre quand même de maux qui sont propres à l'intégralité des prisons. Je vais m'arrêter un peu là-dessus parce que c'est quand même révélateur de l'absurdité du système tel qu'on le défend aujourd'hui. Alors, vous savez que aujourd'hui, la prison telle que nous on la conçoit, est une sanction qui est, à mon avis, indispensable, efficace si tant est que la décision de justice soit rapide et immédiate. Le problème, c'est que le système carcéral tel qu'il est aujourd'hui est malheureusement inefficace parce qu'il souffre de plusieurs maux. Parmi ceux-là, on pourrait appeler ça, je vais vous expliquer après en détail, une sorte d'inflation des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation complètement absurde qui veut que le droit européen aujourd'hui nous impose, par exemple, parmi
beaucoup d'exemples, le fait d'annoncer aux prisonniers l'heure et le moment des fouilles. C'est-à-dire, les gars, demain, 9h, on fouille les cellules. Par exemple, elle leur interdit de toucher les prisonniers. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit en tant que surveillant de fouiller directement un prisonnier, c'est-à-dire que vous lui dites, voilà, passez-vous la main dans les cheveux, touchez-vous les vêtements comme ceci. Il est interdit également de leur faire des travaux d'intérêt généraux. Un certain nombre de choses comme ça qui compliquent véritablement le travail des surveillants, qui fait bien évidemment un énorme souci d'autorité et de respect de la sécurité dans les prisons. Ça va tellement loin que dans certaines prisons, je pense notamment à Aix ou à Nîmes, les surveillants ne sortent plus dans la cour au moment des promenades parce qu'ils se font tabasser. Ça veut dire c'est la réalité, c'est le directeur de prison qui m'expliquait cela. Donc en parallèle, on va faire une espèce d'inflation complètement absurde de ces pseudo-droits de l'homme, et de l'autre, on va avoir une forme d'abandon, c'est-à-dire une surpopulation mortifère de ces prisons, puisque vous savez que en France, pour être dans la moyenne européenne, seulement dans la moyenne européenne des ratios places de prison population, il nous faudrait 40 000 places de prison en plus. Le seul fait de l'augmentation de la population ces dernières décennies aurait dû justifier que nous construisions des prisons. Malheureusement, ça n'a jamais été la priorité des gouvernements, et donc on se retrouve dans des situations complètement inhumaines, puisqu'il y a trop peu de surveillants pour le nombre de prisonniers, ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations de raquettes, de vols, de violences, parfois même de viol, selon l'aveu même du directeur de prison, pas au Pontet, mais dans des prisons, notamment celle de Marseille. Donc des passages à tabac, des règlements de compte entre les bandes, pour lesquels les surveillants sont aujourd'hui complètement dépassés. Je ne parle même pas des trafics de drogue, de téléphone, et de l'impossibilité, si vous voulez, au sein des prisons, de séparer ce qu'on appelle les primo-délinquants des délinquants récidivistes. C'est-à-dire que dans les mêmes quartiers, cellules, faute de place, on va évidemment, oui, et c'est là qu'il y aurait une vraie réflexion à mener, trouver non seulement des gens condamnés, par exemple, pour alcool au volant, des récidivistes alcool au volant, et en même temps, des gens condamnés pour des faits extrêmement graves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de prison comme de l'école du crime, parce que pour un peu qu'il ne connaissait que l'alcool, en ressortant de là, il connaîtra la drogue, et de surcroît, comment se la fournir. C'est donc très intéressant. Le directeur m'expliquait que dans cette prison, quasiment un tiers des prisonniers étaient de nationalité étrangère. Dans cette prison, parmi ces étrangers, 100% avaient des noms à consonance, on va dire, nord-africaine, et 70% étaient d'origine marocaine. Pas d'amalgame, pas d'amalgame. Je relève juste, et en cela c'est quand même quelque chose que nous sommes les seuls à dire, voilà, que l'on veuille ou non, qu'aujourd'hui la carte de l'insécurité en France est celle de l'immigration, pour un certain nombre de raisons d'ailleurs. Alors moi je me refuse à entendre l'argument systématique de la pauvreté, parce que vous savez, en France il y a beaucoup de régions très pauvres, je pense notamment à la Creuse ou même au Nord-Pas-de-Calais, où les gens, même en étant pauvres et au chômage, arrivent à inculquer un certain nombre de valeurs à leurs enfants. Mais néanmoins, c'est vrai que si l'on cumule, on va dire, la précarité, le chômage, des problèmes identitaires certains, l'abandon clairement de l'État au profit des bandes, des trafics, et le recul de la laïcité, tout cela combiné fait que bien évidemment on arrive à ce genre de situation aberrante. Et donc il y a également un quartier mineur dans cette prison, 22 places, et donc avec des jeunes de 16 ans. Alors je vous raconte pas, pour arriver ici c'est qu'ils ont dû aller très loin, on parle pas de jeunes bambins qui ont volé des sucettes, on parle de violeurs et de tueurs, des jeunes dont il me disait que ils n'avaient aucune base de rien, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas ce que c'est que dire bonjour le matin, passer le balai, ou d'ailleurs leurs parents ne leur rendent quasiment jamais visite. Ce sont des jeunes qui, pour beaucoup, sont arrivés en fumant 2 paquets de cigarettes par jour, se lever à 14h, une dizaine de joints. Alors je ne vous raconte pas le choc quand ils arrivent en prison et qu'ils n'ont plus l'autorisation de fumer. Alors il m'expliquait que c'était particulièrement difficile à gérer parce qu'ils n'ont aucun moyen de pression sur ces jeunes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'isolement, ils n'ont pas le droit de les toucher comme je vous le disais, pas le droit de faire de sanctions, pour le coup eux pas le droit de les priver de droit de visite, ils n'ont même pas le droit de les obliger à passer le balai si par exemple ils crachent leur chewing-gum par terre ou jettent leurs déchets par la fenêtre. C'est donc vous dire le système complètement aberrant dans lequel on se trouve, et au lieu de donner les moyens
au système carcéral, à la justice, aux forces de l'ordre, au vu de l'augmentation massive de l'insécurité, on est dans le phénomène exactement inverse. C'est-à-dire que ce directeur de prison m'expliquait que ça faisait 5 ans qu'il accusait des baisses drastiques de budget. Et il me disait, j'en suis à un tel point que je ne sais plus où faire des économies, c'est-à-dire que j'ai tout supprimé, je ne fais que du papier recto verso, on achète nous-mêmes nos stylos, on a supprimé les imprimantes à tous les étages pour en mettre une par service. Et il me dit là j'accuse encore une baisse, je ne sais plus où taper, on est déjà en sous-effectif. C'est exactement le même discours d'ailleurs que m'a tenu un commandant de gendarmerie qui m'expliquait qu'ils accusaient de telles baisses de budget. Alors pareil, après avoir dans le fonctionnement réglé tout ce qu'il y avait à régler, me disait qu'ils en étaient à annuler quasiment des tournées parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer l'essence dans les voitures. C'est vous dire qu'il n'y a pas de politique du tout sécuritaire en France, contrairement à ce qu'on a bien voulu dire, ni hier ni aujourd'hui. Parce que cela a commencé, sachez-le, dès Nicolas Sarkozy, qui avait à l'époque baissé d'ailleurs les effectifs de police. Et donc, on se retrouve avec des gens qui pour le coup, ne peuvent plus faire correctement leur travail, qui en sont limite à payer les feuilles de papier eux-mêmes. Donc, pas semble-t-il de priorité à l'égard des secteurs régaliens, puisque vous l'avez vu, vous l'avez suivi, baisse de budget dans la défense, baisse de budget donc dans la justice, baisse de budget dans la sécurité, mais en revanche, rien de conséquent sur tout ce qui touche aux dérives, comme je vous le disais, notamment de la décentralisation. Alors ce qui va être amusant avec ce budget cette année, c'est que vous savez que pour la première fois, la Commission européenne va avoir un droit de contrôle, puisque l'année dernière, les députés UMP et PS ont voté ce qu'on a appelé le traité budgétaire européen, qui dorénavant autorise la Commission européenne, donc commission non élue, à avoir un droit de regard, de contrôle et donc de facto de modification sur notre budget. C'est-à-dire que ce n'est plus le peuple souverain qui dorénavant décide de son budget, de comment ses impôts doivent être prélevés et distribués, mais la Commission européenne. Et je vous laisse imaginer quelle est l'orientation de cette Commission européenne qui jusqu'ici n'a eu de cesse, au nom de la pseudo-compétitivité, de forcer les États à faire du moins-disant social. La vérité, c'est que la compétitivité, c'est un sujet extrêmement important, on s'entend là-dessus. Il y a certainement un degré de prélèvement auprès des entreprises aujourd'hui qui relève quasi de la spoliation et qui fait que le système devient pervers et qu'il est limite plus avantageux en France aujourd'hui de toucher le chômage que de s'ennuyer à monter une entreprise, ça c'est véridique. Mais la vérité, c'est que nous ne serons jamais compétitifs si nous ne faisons pas de protectionnisme économique avec un certain nombre de pays émergents et notamment la Chine. C'est ce qu'ils ont tenté de faire en Grèce, ils y sont parvenus, puisque vous savez qu'aujourd'hui en Grèce, le salaire minimum peut descendre jusqu'à 500 €, ce qui fait qu'aujourd'hui un Grec peut être compétitif avec un Chinois des grandes villes. Très bien. Malheureusement, ça n'est pas notre conception, sociale, hein, puisque vous savez que la France de tout temps, et ça n'est pas une question de droite comme de gauche, c'est l'État et le social. Et d'ailleurs, cette conception totalement mortifère entraîne aujourd'hui les conséquences que l'on voit en Bretagne, puisque vous savez que nos éleveurs payent aujourd'hui durement la concurrence déloyale, non pas des pays extra-européens pour le coup, mais des pays européens, puisque avec cette fameuse directive de 96 l'Allemagne peut se permettre d'utiliser des entreprises européennes et de les payer au salaire minimum de ces pays, notamment polonais, où évidemment les règles sociales et les salaires minimums ne sont pas du tout les mêmes, ce qui fait qu'aujourd'hui nos filières agricoles, industrielles se meurent petit à petit, et cela est d'autant plus grave que, enfin vous le savez, au-delà, on va dire, des débats techniques, aujourd'hui il va y avoir des défis demain qui vont être extrêmement difficiles à mener. Il y a celui de l'énergie, mais il y a aussi celui de l'alimentaire, puisque vous savez que la population mondiale va exploser, va augmenter de façon exponentielle. Et donc la question demain, ça va pas être de savoir si on peut s'acheter l'iPhone 5, mais ça va être de savoir où est-ce qu'on peut trouver du gaz, et où est-ce qu'on peut boire, et où est-ce qu'on peut manger. D'ailleurs, les Chinois l'ont très bien compris, à tel point qu'ils achètent des terrains partout dans le monde, notamment en Afrique noire, mais également en France, hein, ce qui fait qu'on leur vend grassement d'ailleurs, ce qui fait que demain, peut-être même sur votre propre territoire, vous serez obligé de payer 4 à 5 fois plus cher pour pouvoir vous nourrir des produits qui sortent de votre propre pays. Alors c'est évidemment des politiques complètement inconscientes, et d'autant plus inconscientes que lorsque l'on s'attaque
à la force de l'État en France, lorsque l'on s'attaque à ces secteurs régaliens, lorsqu'on le dépossède de sa substance, hein, de ses compétences, on attaque l'un des éléments fondateurs de notre pays. C'est-à-dire qu'il faut revenir à cela beaucoup plus loin, parce que vous savez que la France n'a pas commencé en 1789, loin s'en faut, elle a commencé quelques centaines d'années plus tôt. Et en réalité, ce pays s'est construit de façon un petit peu particulière. C'est-à-dire, contrairement à l'Angleterre, nous sommes une nation qui a été forgée, construite par l'État. Parce qu'initialement, c'est vrai, nous sommes un peuple extrêmement hétérogène. Hein. Nous sommes construits à l'origine avec des peuples, avec des Celtes, des Latins, des Germains, des Basques. Plus tard d'ailleurs des Antillais, puisque vous savez que les Martiniquais ont été français avant les Niçois, hein, c'est vous dire. Et donc, nous n'avons pas une conception ethniciste de la nation. Nous considérons que c'est l'État qui crée le lien entre les territoires, qui fait qu'aujourd'hui, des peuples aussi différents, avec des cultures si différentes, des langues si différentes, ont réussi à s'unir dans un destin commun. La France, c'est quasiment un miracle historique, ça n'est pas une évidence historique. Et si demain vous dépossédez l'État de ses compétences, si vous l'affaiblissez, si vous faites en sorte que cet État ne puisse plus jouer son rôle de lien entre les territoires et entre les peuples, puisque il sera dépossédé au profit non seulement des régions, mais d'instances supranationales comme l'Union européenne, eh bien, finalement, il n'y aura plus vraiment de raison de s'unir demain, de voir des liens entre un Basque, un Breton et un Alsacien, tant nous sommes différents à l'origine, et si en plus, bien évidemment, vous ajoutez à cela une immigration massive et les problèmes d'identité qui s'en suivent, je crains malheureusement que nous allions vers clairement la fin de l'histoire de France telle que nous la connaissons. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons, nous, un rôle particulier, extrêmement important. Alors ça va pas être facile, hein, je vous le cache pas. Ils useront de tout ce dont ils peuvent user et de tout ce dont ils ont l'habitude d'user. J'ai déjà vu d'ailleurs que notre conseiller général a été attaqué de façon extrêmement virulente, puisque aujourd'hui, si vous dites que l'eau est transparente, on va aller immédiatement vérifier dans Mein Kampf que Hitler n'a pas dit la même chose. Donc dans ce cas-là, non mais je veux dire, on en est là. Hein. Si vous avez lu l'article en question du Le Point, c'était ça. C'était en gros, il a dit, je sais plus, il avait parlé il avait dit une phrase totalement banale, une expression. Ils avaient fait le parallèle, parce que finalement, il paraîtrait qu'Hitler disait régulièrement cette phrase. Et donc finalement, donc c'est vous dire le niveau des attaques, mais elles vont se répéter. La fois dernière, sur Mots Croisés, France 2, Florian Philippot, et qui était présent sur le plateau, a utilisé l'expression qui est du redressement de la France, et la communiste en face lui a dit que le redressement c'était un mot fréquemment utilisé par Pétain, donc elle y voyait une allusion certaine. D'ailleurs, Florian lui avait très bien répondu en lui disant qu'il ne pensait pas que le ministre du redressement productif était pétainiste, mais bon, on ne sait jamais. Mais pour vous dire jusqu'où ils iront, c'est que Malek Bouti, qui est donc député PS, ancien président d'SOS Racisme, expliquait que... Ah oui, vous dites... Il expliquait que si le FN gagnait démocratiquement par les urnes, il ne respecterait pas le résultat des urnes. Voilà. Donc ce sont ces gens-là qui après viennent vous faire des leçons de république, de démocratie, et qui viennent vous faire la morale à longueur de journée. Donc c'est vous dire que le combat ne va pas être facile, puisque nous nous attaquons à leur gamelle. Hein. Sachez-le, ils sont ensemble depuis 30 ans, ils se sont bien répartis les places, ils ont tenté maintes et maintes fois, à travers des modes de scrutin et des découpages de circonscriptions précis, d'imposer le bipartisme en France. Malheureusement pour eux, ils ont échoué. Ils ont échoué parce que malgré ces modes de scrutin, malgré le système majoritaire en France, nous parvenons aujourd'hui, grâce à une sorte de transversalité, puisque aujourd'hui nous ramenons à nous des gens de gauche comme de droite, nous parvenons à faire sauter ce verrou du scrutin majoritaire. Nous l'avons fait notamment à Brignone, mais nous l'avons fait également lors des législatives. C'est donc vous dire qu'il y a véritablement un phénomène d'espoir en France, d'autant plus grand que, sachez-le, nous sommes le premier parti jeune de France. Les 18-25 ans votent majoritairement pour nous. C'est vous dire que la génération qui arrive croit en nous, et nous avons en cela donc une grande responsabilité de droiture, d'exemplarité et d'engagement aussi, parce que je sais qu'on a tous de bonnes raisons
souvent de ne pas s'engager, parfois d'ailleurs d'autant plus dans le 92, c'est vrai, où l'image du Front National est encore parfois difficile à porter. Mais je crois que quand on est un patriote tel que nous sommes, on se doit véritablement aujourd'hui de surfer sur la vague, parce que vague il y a, et il ne faudrait pas demain regretter cette opportunité extraordinaire. Alors je vais m'en remettre à vos questions maintenant, parce que je n'ai pas du tout été synthétique, je suis désolée, mais j'ai voulu brasser assez largement. Donc si vous avez des questions à me poser, je suis bien évidemment à votre disposition. Si c'est d'ordre local, en revanche, je me remettrai aux spécialistes, vous ne m'en voudrez pas. Voilà, j'essaierai de répondre au mieux. Je vous remercie en tout cas de votre écoute.